Bonjour d'abord. Oui, alors un petit mot pour me présenter un peu plus complètement. Bon, il y en a qui ici dans cette salle me connaissent. En fait, je travaille à l'ARS que sur le sujet robot. J'étais avant à la PHP où je m'occupais des équipements biomédicaux et notamment tout ce qui était un peu biomédical. Et après mes activités à PHP, eh bien, l'ARS m'a sollicité pour venir un peu prolonger tout ça sur ce sujet qui nous passionne tous, toutes et tous. Bon, alors, effectivement, je vais essayer de rentrer un peu plus dans l'utilisation de tout ce qu'on a présenté. Bon, comme ça a été dit un petit peu en début de réunion, puis finalement dans toutes ces présentations, on est un peu sur un chemin qui n'est pas fini, on est à une espèce de point d'étape. Mais de ce point d'étape-là, on peut tirer un certain nombre déjà d'indications, sachant que ce qui est important aussi, ça a été dit par Henri-Jean tout à l'heure, Jean-Philippe tout à l'heure, vous avez vu que quand on a commencé à travailler, il y avait une trentaine, 35 robots un petit peu dans la région. Aujourd'hui, on en est, d'après les derniers chiffres qu'on a eus, à 44, donc c'est déjà en très peu de temps finalement. Et on se dit que, c'est un peu pour ça qu'on travaille, que c'est une tendance qui n'ira qu'en se poursuivant et qu'on a donc tous intérêt à faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour l'ensemble des intervenants, que ce soit pour les établissements, les équipes et évidemment aussi les patients. Ce que je vais essayer de faire, c'est de commencer un peu, je ne vais pas aller très très loin parce que comme ça a été vu aussi à travers vos questions, il y a plein de sujets qui ne peuvent pas être traités à partir de documents venant d'une tutelle comme l'ARS avec des simples indicateurs un peu à quelques chiffres. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, sur le terrain. Mais quand même, on a quand même un certain nombre de choses qui permettent de donner un petit peu un socle à toutes les réflexions qu'on peut avoir quand on a des projets. Et il y en aura encore sûrement dans les temps qui viennent. Alors, donc, ce que je vais essayer de faire, c'est un rappel des principes un peu pour bien savoir dans quel contexte on a travaillé au niveau de l'ARS, donc au niveau des principes. Essayer de présenter un petit peu ce qui pourra être apporté par les travaux qui ont été présentés tout à l'heure, au niveau des indicateurs qui ont été construits avec les 14 établissements et les comités scientifiques aussi beaucoup, et puis évidemment Adopal. Ce qui pourrait être apporté, ce qui aussi ne pourrait pas être apporté, parce que je pense qu'il y a des tas de sujets qui sont trop locaux et qui sont majeurs, qui ne peuvent pas être apportés par des travaux, mais qui peuvent être en tout cas éclairés par les travaux. Je vais essayer de traduire ça dans une présentation de quelques exemples un peu significatifs. Alors, c'est des choses qui sont à la fois partant de l'existant et puis un existant un peu arrangé aussi pour la démonstration. Donc peut-être qu'on peut retrouver des établissements derrière, mais ce n'est pas directement des sites très précis. Et puis donc regarder un petit peu ce que ça peut apporter au niveau des indicateurs sur chacun des thèmes des indicateurs et du guide méthodologique. Point majeur, c'est qu'on est tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est au niveau de l'ARS. On essaye effectivement de créer, comme ça a été dit, je ne vais pas répéter longuement, mais une espèce de communauté qui se partage un certain nombre de données. Mais il faut que cette communauté-là ait un langage commun et que ce langage commun aille éventuellement même au-delà de la communauté, puisqu'on est dans un système administratif. Et si on veut pouvoir éventuellement faire participer ou communiquer avec d'autres structures du même nature, il faut avoir un langage commun. Et aujourd'hui, le langage commun de tout ça, c'est le PMSI. Alors le PMSI, ça a des avantages en ce sens que c'est un langage commun, que c'est relativement descriptif. Ça a aussi, dans le sujet qui nous concerne, quelques limites, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et pas que en pédiatrie, l'arrêté de juillet 2019 qui a listé les 56 actes, même s'il y en a eu quelques-uns rajoutés un peu après au niveau de la TIH, les 56 actes majeurs, il n'est pas exhaustif, et donc on a quelque part un travail là-dessus, mais il faut déjà se dire que c'est la qualité du PMSI, donc la qualité du codage et de l'identification du recours au robot qui va nous permettre d'avoir un socle de travail partagé. J'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y avait déjà eu beaucoup de progrès dans la région là-dessus, puisque avant on avait une colonne un petit peu autre entre les 30 et 40, et ça n'existe plus. Donc on pense qu'effectivement la codification est relativement correcte dans la région, mais effectivement elle n'est pas exhaustive, donc il peut y avoir des décalages entre ce que vous allez retrouver dans les tableaux de bord de l'ARS et ce que vous avez dans vos outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenir compte que de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, il faut savoir pourquoi ça existe. Voilà. Bon, déjà s'y retrouver et puis éventuellement, après, identifier les actes. Et on a peut-être un travail complémentaire à faire là-dessus. En tout cas, ça faisait partie du schéma du comité scientifique de travailler sur l'extension de l'arrêté. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est comment dire, travailler à partir du périmètre qui avait été construit par le comité scientifique.
Dans un premier temps, quand on avait fait le webinaire, qui est un petit peu aussi l'étape précédente de tout ça, en octobre, j'avais commencé à travailler sur des potentiels plutôt par discipline. Bon, ce qui peut être un peu déjà un premier niveau de précision, mais pas forcément suffisant. Donc là, on a retravaillé. Vous avez vu dans le tableau de bord qui a été présenté tout à l'heure qu'au sein des disciplines, on n'a pas mis les 56 actes, mais on a regroupé les 56 actes en des interventions, on va dire, un peu comparables, enfin en tout cas de même nature, même si parfois il peut y avoir derrière des différences qui peuvent d'ailleurs entraîner des durées d'intervention un peu différentes, mais bon, on a déjà un premier travail de regroupement. Et à partir de là, on a été capable, j'avais un peu commencé lors du webinaire, mais on a été un peu capable d'analyser les données d'activité de tous les sites équipés et de pouvoir regarder ce qui se passe sur les sites les plus actifs et de se dire que aujourd'hui, dans la région, les sites les plus actifs, pour telle intervention, le taux de recours au robot est de X%, et qu'on se dit que c'est quelque part un repère qui peut être après partagé par les autres sites. Donc l'identification des potentiels en Île-de-France, c'était donc la méthode que j'avais prise au webinaire. Et puis bon, je vais en revenir rapidement. Actualisation et approfondissement des estimations, donc c'est les travaux qu'on a menés en 2022 et 2023 qui vont nous permettre d'alimenter justement toute cette base de données que l'on veut partager à travers des indicateurs, à travers le guide méthodologique. Et je vais essayer d'appliquer ça à quelques exemples. Un petit rappel pour cadrer un petit peu les choses. Sur la première colonne, ce sont les disciplines utilisatrices. Deuxième colonne, c'est les données PMSI des sites non équipés. C'est donc ce qu'on a trouvé en 2022 sur les sites non encore équipés en termes d'actes potentiellement identifiables avec robot, mais pour l'instant, évidemment, fait sans robot. Derrière ça, j'ai appliqué par discipline, mais après, derrière, c'est par site éventuellement, j'ai appliqué le taux de recours des sites les plus actifs, donc des 10 sites les plus actifs pour chacune des disciplines. C'est déjà le total des interventions. Et puis après, le rappel des sites équipés. Et là, on voit déjà qu'il y a des différences assez majeures et qui seront sûrement à prendre en compte quand on va travailler sur le futur entre ce qu'on connaît aujourd'hui sur les 40 et quelques sites équipés, parce que je crois qu'il y a 4 sites qui doivent avoir 2 robots, 4 ou 5, qui ont 2 robots dans la région, donc une quarantaine de sites équipés. Et puis là, les potentiels, on va dire, je crois que j'ai un chiffre tout à l'heure, autour de 25 à 30 sites qui potentiellement auraient une base d'une centaine d'actes, mais après il faut travailler un peu plus en détail. Donc on voit que c'est relativement différent et qu'à un certain moment, il faudra sûrement rentrer beaucoup plus dans le détail puisque les structures des disciplines potentiellement réalisables au robot dans les sites qui ne sont pas encore équipés sont un peu différent de ce qu'on trouve. Par exemple, on voit bien que par exemple, sur l'urologie, aujourd'hui, l'application des taux, ça donne quasiment 1300 actes, mais on voit que le ratio, quand on regarde avec les sites équipés, on est à 4007, donc, alors que sur les autres disciplines, donc c'est un rapport de 1 à 4, alors que sur les autres disciplines un peu majeures en robotique, on a des situations différentes. Donc potentiellement, il y a des choses à prendre sur les sites équipés, mais on se dit qu'on risque d'avoir des projets médicaux qui sont un peu différents de ce qu'on a aujourd'hui dans les sites qui sont déjà équipés. Mais on voit que finalement, on a des chiffres qui sont relativement importants et sur lesquels on peut effectivement travailler. Alors, ce qu'on peut apporter en tant qu'ARS, je pense que vous l'avez un peu compris avec les présentations précédentes. D'abord, c'est les bases de données du PMSI. On a la capacité de travailler sur les données PMSI, on a la capacité de les mettre en forme de façon à ce qu'elles soient utilisables. On les a intégrées dans le tableau de bord de l'ARS ORCA avec un accès pour les sites labellisés. Donc déjà, on a tout ça qui est sur la table. Alors, avec les limites que j'ai dit tout à l'heure, mais qui sont quand même une base de données importante. Ensuite, on a nos outils d'analyse, puisqu'on est capable, à partir du PMSI, en rentrant un peu plus dans le détail, d'aller essayer d'estimer les potentiels par discipline et au sein des disciplines par activité, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça a été un peu présenté, et on peut travailler là-dessus aussi, on a une cartographie. C'est aussi important pour un site de connaître son environnement. Donc savoir si effectivement, dans les quelques kilomètres, ou les 10 ou 20 ou 30 kilomètres, je ne sais pas, ça dépend aussi de plein de facteurs, comme tout ce qui concerne les transports, etc. Si on a des établissements équipés, pas équipés, est-ce qu'il y a un moyen de travailler? Est-ce que ça veut dire qu'on a des indications sur la réalité des potentiels? Donc là, on a retravaillé. Vous avez vu dans le tableau de bord qui a été présenté tout à l'heure qu'au sein des disciplines, on n'a pas mis les 56 actes, mais on a regroupé les 56 actes en des interventions, on va dire, un
un peu comparables, enfin en tout cas de même nature, même si parfois il peut y avoir derrière des différences qui peuvent d'ailleurs avoir entraîné des durées d'intervention un peu différentes, mais bon, on a déjà un premier travail de regroupement. Et à partir de là, on a été capable, j'avais un peu commencé lors du webinaire, mais on a été un peu capable d'analyser les données d'activité de tous les sites équipés et de pouvoir regarder ce qui se passe sur les sites les plus actifs et de se dire que aujourd'hui, dans la région, les sites les plus actifs, pour telle ou telle intervention, le taux de recours au robot est de X%, et qu'on se dit que c'est quelque part un repère qui peut être après partagé par les autres sites. De chaque établissement. Est-ce que l'établissement a un problème d'attractivité de patients, d'attractivité de personnel, etc. On a vu que quand on est allé sur les sites avec les personnes d'Adopal, on a vu qu'effectivement, à un certain moment, le robot était quelque chose d'attractif, à la fois pour les chirurgiens, à la fois pour les soignants en général. Donc ça fait partie des sujets qui n'appartiennent qu'au site. Donc c'est des points d'attention, mais la réponse n'est sûrement pas dans les outils qu'on peut donner. Point important aussi, ce sont les ressources humaines. Évidemment, ça c'est des choses qui sont locales, donc on peut pas évidemment les mettre comme ça sur un tableau. Les disciplines, les compétences qui sont représentées. Bon, je crois que tout à l'heure il a été fait question un petit peu, il a été question de tout ce qui concerne la formation, ça fait partie des choses. Donc les compétences, tous les outils de formation que le site peut mettre en place. Point important aussi qui est spécifique, mais qui peut être simplement mis pour indication et comme point d'attention sur un guide comme on envisage de le faire, ce sont tout ce qui concerne les ressources matérielles. Donc quels sont les moyens financiers que l'établissement peut mettre en place pour un projet robot, quels sont les points organisationnels, le nombre de salles, la capacité des salles, etc., etc. Tous les sujets qui sont un socle qui vient un peu construire un projet. J'ai pris 3 exemples pour essayer de dérouler après tous ces indicateurs-là et se dire un petit peu, à partir de telle situation, quelles questions on doit se poser et qu'est-ce qu'on pourra éventuellement retrouver comme réponse dans les données que l'ARS pourra mettre à disposition, à la fois par les indicateurs partagés, lorsqu'ils sont intégrés dans le tableau de bord, et puis dans le guide mythologique qu'on est en train de rédiger avec Adopal. J'ai pris un site pluridisciplinaire avec une discipline très majoritaire. Ça peut paraître le plus simple, mais ce n'est pas forcément le cas. J'ai pris un deuxième exemple qui est un site monosite multidisciplinaire, mais avec une répartition équilibrée des potentiels des disciplines majeures. Et puis, chose qu'on va sûrement retrouver encore plus dans le futur, probablement notamment dans le public, un établissement qui est multisite avec son potentiel qui est un peu réparti. Son potentiel, ses capacités, qui est un peu réparti soit sur plusieurs sites, soit sur un site, mais avec des problèmes de capacité, etc. Donc voilà 3 exemples, et on va regarder un petit peu, si on traduit ça en chiffres, ce que ça peut donner. Sur l'exemple 1, c'est l'exemple, donc bon, mon tableau est pas très bien présenté, mais bon, je pense qu'il reste à peu près lisible. Sur l'exemple 1, c'est un site qui majoritairement fait du digestif. Donc ça veut dire que quand on regarde son activité aujourd'hui, 2022, sur le périmètre PMSI tel qu'il figure dans l'ARS, il a dans le périmètre potentiellement 425 actes qui appartiennent à la liste des 56. Il y a un petit biais dans tout ça, c'est qu'on considère effectivement qu'on ne prend en compte que ce qui existe dans les 56 et on ne prend pas en compte forcément des actes qui aujourd'hui ne sont pas dans les 56 et qui pourraient un jour passer au robot. Mais enfin, la majorité des actes qu'on prend en compte pour les travaux sont déjà dans ce périmètre-là. Bon, quand on applique les taux des sites les plus actifs, pas de surprise pour l'urologie, on s'aperçoit que finalement ces 425 deviennent 213 avec une grande majorité d'actes concernant le digestif et notamment le côlon, avec 150, ce qui est déjà un socle. Alors, il n'y a pas de chiffre clé de nombre d'interventions à réaliser au robot. Il y a un certain moment un équilibre à trouver entre l'activité, comme ça a été expliqué tout à l'heure, de la salle robot et puis tout ce qui tourne autour, qui peut avoir des incidences sur le reste de l'activité. Donc, c'est un équilibre à trouver entre toutes les activités. Mais dans cet exemple-là, on voit qu'on a potentiellement une capacité très rapide de réaliser un nombre assez intéressant, 150 d'interventions robots, mais qu'il y a d'autres activités qui aujourd'hui sont moins importantes, mais qui, du fait de l'activité du robot, pourraient éventuellement
augmenter. Donc à un certain moment, dans un projet de ce type, il faut se dire qu'il faut anticiper l'extension d'activité au-delà du socle majeur que peut représenter une discipline, voire même un acte. Voilà un premier exemple. À partir de là, on peut effectivement commencer à travailler sur un projet médical et puis commencer à poser toutes les questions qui découlent de la mise en œuvre. L'exemple 2, là, c'est plus classique, on va dire. C'est un site qui aujourd'hui fait 300 actes dans le périmètre, de façon assez égalitaire en termes de répartition par discipline. Et quand on applique le pourcentage des taux les plus actifs à cette activité-là, on obtient un seuil, une activité potentielle de l'ordre de 150, mais on voit avec des activités qui restent très diverses. Donc ça veut dire que potentiellement, pour arriver à réaliser cette cible-là, il va falloir faire un travail d'organisation assez important au niveau du bloc opératoire pour déjà organiser une salle dédiée au robot. Bon, ça a été un peu dit tout à l'heure par Jonathan Krief quand on a parlé de taille de salle, etc. Mais ça veut dire derrière aussi donc, une salle dédiée au robot qui va être utilisée par plusieurs disciplines et donc avec une incidence qui ne va pas concerner que la salle robot, mais qui va concerner potentiellement les autres salles aussi. Ça veut dire qu'il peut y avoir des transferts d'activités de salle en salle. Donc, ce sont des choses qui sont à organiser. Ça veut dire les plannings, ça veut dire les vacations, etc. Donc, point assez important quand on commence comme ça à mettre des premiers chiffres sur la table qui montrent que la salle, effectivement, elle peut être utilisée de façon assez importante, mais qu'elle elle sera utilisée par plusieurs intervenants. Bon, après, on peut travailler sur les nombres, et que ça va donc avoir des incidences qui vont largement dépasser cette seule salle. Le troisième exemple que j'ai pris, c'est potentiellement un établissement qui a plusieurs sites, donc avec là aussi une activité potentielle assez intéressante puisqu'on arrive à 150, mais on voit que quand on regarde sur certaines activités comme le digestif ou la gynéco, dans cet exemple-là, bon, qui est un exemple qui part d'une réalité mais très évoluée, on va dire, les patients sont potentiellement d'origine de plusieurs sites de l'établissement et avec un robot qui va être dans un seul site. Donc ça veut dire que pour pouvoir répondre à un projet médical de ce type, il va falloir que l'établissement commence à travailler d'abord évidemment sur son bloc opératoire comme dans l'exemple précédent, mais il va falloir qu'il travaille aussi fortement sur le circuit du patient puisque potentiellement aujourd'hui, par exemple en gynéco, les patientes qui sont opérées viennent des trois sites géographiques de l'établissement. Donc ça veut dire qu'il faut organiser par rapport à la présence du robot un circuit du patient avec une arrivée soit le soir, soit le matin, un retour éventuel avec cette. Donc ça veut dire là aussi qu'il y a une incidence qui dépasse largement le bloc opératoire. Et je pense que compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui du potentiel de la région, c'est quelque chose qui va se passer beaucoup plus que ça ne l'a été sur les projets qui existent aujourd'hui. Sur l'application des apports et des indicateurs, donc encore une fois, pour l'instant, on travaille sur les 14 sites. On a comme base de travail, comme base de référence, les 14 sites qui ont été visités avec Adopal, mais on voit qu'on commence à avoir des indicateurs qu'on peut croiser avec tout ce que je viens de dire sur les chiffres. Il faut habiller les chiffres de tout ce qu'on peut avoir comme indication. Les chiffres donnent des indications sur le travail à faire sur la répartition et sur les disciplines. Les chiffres donnent des indications aussi sur les durées opératoires. C'est quelque chose qui a été fortement mis en avant par les membres du comité scientifique d'avoir un indicateur sur la durée opératoire. Si on est capable de donner effectivement des indications sur les durées opératoires, après, il appartient au site qui a un projet de pouvoir comparer avec sa situation actuelle et se dire que si je passe au robot, ma salle qui aujourd'hui est occupée de telle façon, elle va être occupée de telle autre façon, donc est-ce que je ne vais pas avoir une incidence sur les autres salles? Donc c'est tout ça qu'il va falloir un peu dérouler à partir des indicateurs. Utilisation de la salle, donc c'est le partage, c'est aussi la capacité par rapport à tout ça de pouvoir, pour maximiser l'utilisation de la salle, de partager avec des opérations sans robot. On a vu tout à l'heure que dans quasiment tous les sites qu'on a visités avec Adopal, évidemment, la salle robot n'est pas utilisée que pour le robot. Donc ça veut dire qu'il y a un travail d'organisation à faire avec les durées pour pouvoir y mettre autre chose.
Ça veut dire que tout ça, ça a aussi une application sur les plannings, sur les vacations, sur les plannings des chirurgiens, sur le planning des IBOD. On a vu aussi tout à l'heure, ça a été abordé, que potentiellement, le nombre d'IBOD n'est pas forcément le même quand on a un robot que quand on n'a pas de robot. Ça a été dit par certains intervenants. Donc voilà, c'est des choses qu'à partir de l'activité, qui est le point de départ, eh bien, on peut dérouler les durées, les organisations, etc. et donc commencer à travailler là-dessus. Ensuite, l'activité, c'est une cible, mais il faut se dire qu'il y aura un temps de mise en œuvre. Il faut tenir compte des courbes d'apprentissage qui vont interférer sur l'impact d'utilisation de la salle robot, sur les durées, donc potentiellement sur tout ce qu'il y a autour. On a vu, enfin j'ai vu aussi dans un des exemples, que l'arrivée d'un robot, même s'il y a une activité majeure, ça peut avoir une incidence sur les autres activités qui aujourd'hui sont moins intéressées, ou en tout cas moins présentes sur le robot. Et donc ça veut dire qu'il faut anticiper que le robot peut être un phénomène d'attractivité et donc que certains chirurgiens vont peut-être s'y intéresser et que certains chirurgiens vont peut-être venir parce qu'il y a un robot. Donc il faudra bien connaître la façon dont on a travaillé sur le mode de fonctionnement de la salle robot, de façon à pouvoir le faire évoluer par rapport à l'activité. Circuit du patient, je viens d'en parler, à partir du moment où effectivement les patients viennent de plusieurs sites. Troisième point important qu'on peut prendre en compte aussi à partir du socle d'activité, c'est tout ce qui concerne les impacts médico-économiques. Le premier point majeur qui sort toujours quand on travaille sur la robotique, c'est l'instrumentation. Ça fait partie aussi des sujets qui ont été considérés comme majeurs par le comité scientifique et qu'on a mis dans les indicateurs. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir se dire que lorsque je vais avoir telle intervention, eh bien non seulement ça va potentiellement, je vais travailler sur tant de durée par intervention, mais je vais aussi avoir tant d'instruments. On peut travailler derrière après sur le type d'instrument, évidemment. Et donc ça veut dire aussi que derrière, on peut se dire que mon budget potentiellement pour telle activité, tel instrument, ça sera de temps. Donc c'est des choses que à chaque fois, on part de ce que j'ai mis en chiffres sur les exemples et puis on peut les habiller de tous les indicateurs qu'on est en train de construire avec Adopal. Et puis, il y a potentiellement aussi des impacts sur la tarification. Il faut se dire aussi qu'à un certain moment, si on commence à travailler là-dessus, il va falloir faire le rapport, je crois que certains le font, entre ce que peut rapporter le GHS avec une activité hors robot et avec ce qu'on va mettre dans le GHS avec une activité qui potentiellement est un peu plus coûteuse. Voilà, donc en gros, ce que je voulais, le fil conducteur, c'est de dire la première chose, c'est de construire un projet médical, c'est vraiment ça qui compte. Un projet médical étendu, c'est-à-dire qu'un projet médical qui est dans son territoire, un projet médical sur lequel on peut nous apporter un certain nombre d'informations pour construire une activité potentielle, mais qu'il y a évidemment tout autour de ça d'autres facteurs qui sont propres à chaque situation qu'on ne peut pas prendre en compte, mais en tout cas on peut les lister, et qu'à partir de ce projet médical, on peut décliner point par point les différents secteurs et arriver à un projet qui soit solide. L'objectif, c'est pas de faire à votre place des projets, mais en tout cas, notre objectif, c'est de vous donner les informations nécessaires pour que tous les projets qui sont encore sur la table et qui vont arriver, eh bien, aient toutes les chances d'arriver ou bien d'être écartés parce que finalement, il y a trop d'éléments négatifs et on peut pas, il faut travailler différemment, ou en tout cas, ils arrivent à exécution au bénéfice de tout le monde, au bénéfice des patients, au bénéfice des soignants et au bénéfice des établissements. Et donc, voilà. Voilà, cette fois-ci, c'était merci pour votre attention.